Jaillissant des profondeurs, leurs torpilles peuvent détruire n'importe quel navire en mer, n'importe quelle ville sur Terre. Jusqu'à il y a peu, personne ne connaissait l'histoire cachée de leur triomphe et de leur tragédie. « 40 années durant, leurs équipages furent en première ligne de la guerre froide. Jour après jour, ils s'entraînèrent à lancer des missiles capables de déclencher l'apocalypse. Un seul sous-marin lance-missiles peut faire pleuvoir plus de puissance destructrice que la totalité des bombes de la Deuxième Guerre mondiale. Dans leur affrontement avec l'Union soviétique, les États-Unis ont poussé la technologie des submersibles à son paroxysme. Ils ont ainsi donné la suprématie à l'Occident, mais les faux pas ont aussi coûté des centaines de vies humaines. Aujourd'hui encore, le mur de silence sur ce qui s'est réellement passé ne laisse filtrer au mieux que quelques rumeurs. Le monde des sous-marins et ce qu'ils ont fait, c'est comme un iceberg. On n'en connaît que la pointe, et au-dessous, les 9/10 sont une énorme masse dont on ne sait rien. Ils n'ont tout simplement pas envie d'en parler. Pourtant, la levée du secret défense a permis de commencer à découvrir la réalité de mystérieux et tragiques accidents et l'immensité du risque couru lors des missions d'espionnage qui permirent de remporter la guerre froide. Voici les secrets des sous-marins de la guerre froide. Lorsque l'affrontement Est-Ouest s'aiguise au début des années 50, la croissance de la flotte sous-marine soviétique inquiète les experts militaires américains. À leur apogée, ils devaient avoir quelques 500-550 sous-marins en service, alors qu'au mieux, nous n'en alignions que 150. Mais nous avons compensé par une bien meilleure technologie, et nous avons développé celle-ci au maximum. La première grande victoire des chercheurs américains, c'est la propulsion nucléaire. Désormais, les sous-marins US plongent plus longtemps et vont plus loin. Puis, à la fin des années 50, on parvient à leur faire tirer des missiles balistiques. D'où un immense avantage pour les États-Unis. Un missile caché dans les profondeurs est virtuellement imparable. Mais très vite, les Soviétiques font pareil. La marine américaine riposte avec des sous-marins d'attaque plus petits, plus silencieux, capables de pister les bâtiments lance-missiles soviétiques aux quatre coins des mers. Objectif, en cas de déclenchement de la guerre, détruire les sous-marins soviétiques avant qu'ils aient pu lancer leurs missiles. Les sous-marins américains seront ainsi à la pointe de la technologie, l'arme suprême. Mais à ce niveau, toute erreur est meurtrière. La plupart des gens ne mesurent pas le danger des profondeurs. Elles sont à l'affût de la moindre erreur. Quand on plonge très profond, on sent les craquements et les gémissements. On voit des filets d'eau commencer à jaillir. On est à la limite, et la moindre erreur est mortelle. Cette réalité éclate dramatiquement en 1963. The Navy's newest nuclear submarine, the Thresher, is launched at Portsmouth Naval Shipyard. The 278-foot craft is the first of a new class of attack subs designed to operate deeper and more silently than previous undersea craft. The Thresher will have a crew of... Thresher was the best of the best. Le Thresher était le nec plus ultra. Un engin extraordinaire. Le premier d'une nouvelle classe de submersibles super silencieux qui allait nous donner un énorme avantage sur nos ennemis communistes. C'était, on le voyait comme ça en tout cas, et j'ai été à son bord au début, c'était un immense bond en avant. C'était un requin tueur, le premier véritable tueur.
À l'époque, je me suis bien sûr dit qu'on ne pouvait pas faire mieux. Désormais, c'est nous qui allions faire la loi. Il était doté du premier système de contrôle de feu informatisé à bord d'un sous-marin et d'un grand sonar d'une incroyable portée. Il pouvait tirer des missiles intersous-marins, ce qui était une nouveauté à l'époque. C'était notre sous-marin le plus moderne. Quand le Thresher est sorti, nous avons eu conscience de l'importance de l'événement. Et nous ne pouvions qu'espérer que nos submersibles ne seraient pas trop en état d'infériorité. Le 9 avril 1963, le Thresher prend la mer. Le lendemain matin à l'aube, il plonge très profond, le plus profond possible. Ils avaient choisi un site près de Corsair Canyon. Et il y avait un bâtiment de surface, le Skylark, équipé pour le sauvetage, mais en aucun cas pour celui de sous-marins nucléaires. Ils avaient donc une ligne de communication et pouvaient dialoguer. Tout se passe bien jusqu'à exactement 9h13, lorsque le Skylark capte le premier indice d'un problème. Thresher annonce, faisons face à difficultés mineures, angle ascendant positif, tentons de chasser, vous tiendrons informés. Trois minutes plus tard, un nouveau message arrive, brouillé et inintelligible. Suivi d'un bourdonnement à basse fréquence. Puis, le silence. À la surface, on ne voit absolument rien. Les minutes passent et l'angoisse s'installe. Les 129 hommes à bord du Thresher reverront-ils la lumière du jour? Le Skylark informe le QG de la flotte que le Thresher ne répond plus. C'est la première tragédie frappant un sous-marin nucléaire. Le coup est rude. J'ai immédiatement supposé qu'il avait heurté un haut fond. Sauté dans ma voiture. Foncé au quartier général pour proposer mon aide. Et là, ils m'ont dit qu'il était trop profond. Nous avions perdu une centaine de copains. It's beginning to sink in. Still difficult to believe. Things don't look well, though, as far as... Ray McCool avait quitté le Thresher quelques minutes avant son départ en raison d'une urgence familiale. Pour moi, il était impossible de perdre un bâtiment aussi fabuleux. Je ne voyais pas la moindre raison expliquant cette disparition. 129 hommes engloutis. Toute cette machinerie engloutie, toute cette innovation, ce début d'une nouvelle marée technologique engloutie, sans que nous ayons la moindre idée de la cause. La toute première chose à faire était de trouver cette cause. Il fallait comprendre le mieux possible ce qui s'était passé. Il fallait élucider, faire un travail de détective, alors qu'on n'arrivait même pas à trouver le sous-marin. Et cela mois après mois. La marine va même jusqu'à couler une voiture pour voir comment elle descend, dans l'espoir d'obtenir un indice quelconque sur l'endroit où reposent les restes du Thresher. Des caméras télécommandées et des sonars ratissent sans relâche les fonds sous-marins, et l'unique vaisseau de plongée profonde dont dispose la marine américaine, le bathyscaphe Trieste, explore les profondeurs jusqu'à épuisement de son équipage. Enfin, au bout de 6 longs mois, le Trieste découvre ce qui subsiste du Thresher.
Il a implosé avec une telle force qu'il ne reste de lui que des bouts de ferraille. Pendant ce temps, une commission d'enquête de la marine a découvert des choses incroyables. Le dossier de maintenance du bâtiment a révélé que 14% des joints de la tuyauterie qui transportent de l'eau de mer sous haute pression sur toute sa longueur n'avaient été soumis à aucun test par ultrasons. De même, des centaines d'autres joints ont échappé à toute vérification, alors même que des joints de ce type s'étaient avérés défaillants sur d'autres sous-marins, causant de graves inondations. À la profondeur à laquelle se trouvait le Thresher, la rupture d'une canalisation de 1,80 m de diamètre précipitera dans le bâtiment 50 tonnes d'eau à la minute. La dernière transmission téléphonique du submersible a apporté à la commission des indices déterminants pour reconstituer le scénario probable du drame. La rupture d'une canalisation dans la salle des machines a inondé le compartiment et neutralisé suffisamment de fusibles pour forcer l'arrêt du réacteur. Ne fonctionnant plus que sur ses accumulateurs, le bâtiment n'a pas eu assez de puissance pour atteindre la surface. Normalement, quand vous êtes à une telle profondeur, il n'y a qu'une chose à faire pour s'en sortir. Cabrer le bâtiment en envoyant assez de puissance pour remonter à une profondeur moindre et supprimer ainsi le problème. En dernier recours, ils envoient de l'air comprimé dans les ballastes pour chasser l'eau et retrouver de la flottabilité. Mais le système de ballast du Thresher est d'un modèle ancien, conçu pour des submersibles ne descendant pas à une telle profondeur. Ils n'ont pas pu l'alléger suffisamment. N'oubliez pas qu'il prenait l'eau et devenait de plus en plus lourd. Il n'a donc fait que se dresser tout en reculant. Le Thresher s'enfonce et disparaît. À 450 mètres de fond, la coque ne peut plus résister à l'écrasante pression qu'elle subit. Quand on arrive au-dessous de la pression d'écrasement, et on y est tout de suite, Mère Nature se charge du reste. Le sous-marin explose comme une bombe. Des fragments de métal, c'est tout ce qu'il reste du Thresher, le plus extraordinaire sous-marin du moment. Ces images ont été tournées par Bob Ballard dans les années 80, au cours d'une exploration secrète des débris. Officiellement, il cherchait le Titanic. Quand on a découvert pour la première fois les restes du Thresher, c'était sinistre. Un peu comme arriver sur un champ de bataille ou à Pearl Harbor. Quelque chose d'affreux s'était produit là. Beaucoup de gens étaient morts et on le sentait. « 129 hommes exactement, victimes de la guerre froide. La commission d'enquête de la marine conclut que, trop pressée d'envoyer en mer ce bijou de nouvelle technologie, celle-ci a commis plusieurs fautes de conception et de construction. Tout le monde jure que cela n'arrivera plus jamais. Pourtant, 5 ans plus tard, au printemps de 1968, la tragédie frappe à nouveau. Cette fois, il s'agit d'un sous-marin venant de Méditerranée et rentrant à sa base. The nuclear attack submarine USS Scorpion, SSN 589, has been reported overdue at Norfolk. The submarine was scheduled to return to Norfolk at 1 p.m. today at the conclusion of a routine extended training operation with an all-out air, surface, and subsurface search is currently underway in the entire Atlantic Command. Le Scorpion, avec un équipage de 99 hommes, s'est tout simplement évanoui dans l'immensité de l'Atlantique.
L'un de ceux qui le recherchent est un ex-sous-marinier du Scorpion transféré ailleurs quelques mois auparavant. Au fond de moi, je savais que c'était illusoire. Très vite, j'ai compris que ça ne servait à rien. Nous savions combien de temps s'était écoulé depuis sa dernière transmission, et il lui était forcément arrivé quelque chose. Mais l'espoir fait vivre. Je vous demande un instant. Au bout de 10 jours, la marine annonce que le bâtiment est porté disparu et que tous les hommes à bord sont vraisemblablement morts. Ce n'est que des mois après la cérémonie à la mémoire de ceux-ci que l'on découvre enfin ce qui reste du submersible. La marine annonce alors que rien n'établit qu'il ait été victime d'un quelconque acte d'hostilité, mais refusera d'en dire davantage. Quelles que soient ses conclusions quant aux causes de l'accident, elles sont classées secret défense. Le Scorpion gît dans l'Atlantique par 3000 mètres de fond. Au milieu des années 80, Bob Ballard photographie l'épave au moyen d'un mini-submersible. À la différence du Treasure, il est relativement intact. Il s'est probablement rempli d'eau avant de sombrer à la profondeur d'écrasement. C'était sa tourelle. Elle a été complètement arrachée de la coque. L'extrême pression a sectionné net la partie arrière et l'a littéralement enfoncée dans l'avant, comme un télescope qu'on referme. Aucune de ces images n'a été révélée avant 1993, lorsque la marine a enfin commencé à déclassifier les informations relatives au Scorpion. À partir des années 60, les militaires américains ont construit un immense réseau de microphones sous-marins afin de détecter les mouvements de la flotte soviétique et les essais nucléaires. Ce sont eux qui ont permis la localisation des restes du Scorpion. Au total, nous avons, durant la guerre froide, dépensé quelques 17 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent pour quadriller les océans avec ces micros. On a câblé des océans entiers. Fallait le faire. Des techniciens ont été formés à reconnaître dans de mystérieuses lignes comme celle-ci le bruit caractéristique d'un navire, d'une baleine, d'un volcan sous-marin ou d'un submersible. C'est ainsi qu'une explosion sous-marine inexpliquée a été découverte par une équipe de spécialistes sous la direction de John Craven, un scientifique de la marine. L'enregistrement des îles Canaries montrait un pic qui était peut-être lié au Scorpion, puis une période de 91 secondes de silence, et ensuite une série d'environ 17 événements pouvant correspondre à l'implosion des différents compartiments du sous-marin. Lorsqu'on découvre le même type de tracé sur les enregistrements de 2 hydrophones au large de Terre-Neuve, à 3000 milles de là, il devient possible par triangulation de localiser le lieu des explosions. Mais s'il s'agit bien du Scorpion, cela fait un mystère de plus à élucider. Nous pensions que si le sous-marin suivait cette trajectoire, le premier son serait intervenu à ce point et que le suivant aurait été en avant de celui-ci, plus près de sa destination finale, Norfolk, de même que le troisième, et ainsi de suite. Or, à notre grande surprise, nous avons découvert que les sons allaient dans la mauvaise direction, comme si le sous-marin avait fait demi-tour et repartait vers la Méditerranée. Le Scorpion a-t-il rebroussé chemin? Et si oui, pourquoi? La marine envisage une explication possible, mais attendra 25 ans avant de la rendre publique. Elle communique ses conclusions en 1993. Selon elle, le scénario le plus probable débute lorsqu'un courant électrique parasite amorce une des torpilles de bord. Le capitaine ordonne aussitôt un virage à 180 degrés, dont il espère qu'il va déclencher un mécanisme de sécurité et désarmer la torpille. Puis,
l'équipage éjecte celle-ci. Mais la torpille n'est pas désarmée et elle commence à se chercher une cible. S'il n'y a personne alentour et que la torpille commence à chercher et à acquérir, c'est vous qu'elle trouve. Ils ont probablement su ce qui se passait, car ils l'ont entendu arriver. Et comme ils étaient un peu plus rapides qu'elle, ils avaient une chance. J'imagine qu'ils ont essayé de la distancer. Mais ce scénario ne satisfait pas tout le monde. À l'époque où il était jeune lieutenant de marine, Ross Saxon a examiné l'épave du Scorpion depuis le bathyscaphe Trieste. J'ai plongé sur le Scorpion et je n'ai absolument rien vu indiquant qu'il ait été coulé par une torpille. Aucun élément de la structure ne suggérait cette hypothèse. Les portes de tous les tubes avant étaient fermées. Le sous-marin s'était cassé sous l'effet de la pression et rien n'établissait qu'il avait été coulé par une torpille. Dan Rogers non plus ne croit pas à la thèse de la torpille. Il a demandé sa mutation juste avant le dernier voyage du Scorpion parce qu'il jugeait que l'insuffisance de la maintenance le rendait dangereux. Je ne voulais plus être dessus. J'étais vraiment très inquiet de son état et surtout de celui de ses équipements. Dan Rogers finit par faire part de ses doutes à Steve Johnson, un journaliste d'investigation du Houston Chronicle. Celui-ci récupère des lettres émanant d'autres membres de l'équipage, révélant qu'eux aussi s'inquiétaient de l'état mécanique du bâtiment. Il interviewe Ross Saxon, dont le scepticisme à l'égard de la théorie de la torpille le pousse à creuser plus avant. Finalement, après des années d'efforts, il déterre un élément déterminant du passé du Scorpion. J'ai obtenu de la flotte sous-marine de l'Atlantique plusieurs milliers de pages relatives à l'historique de maintenance du Scorpion. J'avais, comme la loi sur l'ouverture des archives m'y autorisait, envoyé une demi-douzaine de demandes, et ils ont trouvé ces documents qu'ils croyaient détruits. Enfoui au milieu de ces milliers de pages, il y avait la relation jour après jour de comment le Scorpion avait été choisi pour un programme secret, réduisant considérablement la maintenance qu'il aurait dû normalement recevoir. Pour économiser du temps et de l'argent, la marine américaine avait amputé une bonne partie de la dernière révision du bâtiment. Il n'était resté que 8 mois en cale sèche, alors qu'une révision normale en exigeait 24. Et on n'avait dépensé que 3 millions de dollars, une petite fraction du coût normal. La thèse de la torpille arrangeait évidemment considérablement la marine américaine, car elle détournait de toute autre théorie et elle tendait à l'exonérer de toute responsabilité dans d'éventuels problèmes de maintenance qui auraient contribué à la perte du submersible. Un autre élément éclairant le mystère a été mis à jour par 2 autres journalistes, Chris Drew et Sherry Sonntag, un autre secret très gênant de la marine. Quand la marine a rendu publique sa version des événements, selon laquelle le Scorpion avait été coulé par une de ses torpilles, je travaillais au Chicago Tribune et ça a fait une énorme une. Or, il s'est trouvé que l'un de ceux qui l'ont lu avait été ingénieur dans un laboratoire d'essai de torpilles et se rappelait que celle-ci avait posé toutes sortes de problèmes de sécurité. Dans la mesure où le secret défense était levé, il a écrit à John Craven pour lui demander dans quelle mesure la thèse de la torpille était basée sur tous ces problèmes de sécurité. Et Craven a été sidéré. John Craven avait dirigé l'enquête scientifique sur le mystère du Scorpion et pourtant, on ne lui avait jamais parlé de problème de torpille. L'amirauté avait même soutenu que l'explosion d'une torpille à bord était impossible. Craven informe Sherry Sonntag et Chris Drew de cette lettre, et ceux-ci commencent aussitôt à creuser. Ils apprennent que lors d'essais, la batterie actionnant la torpille Mark 37 avait parfois surchauffé et pris feu. Des ingénieurs ayant travaillé dans cette usine de torpilles de Keyport dans l'État de Washington disent avoir mis en garde la flotte à propos d'une possible explosion à bord, suffisamment importante pour couler un sous-marin.
Dès l'instant où le laboratoire a commencé à tester ces éléments, il a prévenu la marine que ces batteries constituaient un immense danger. Il a dit qu'il n'y avait aucune marge d'erreur, qu'elles pouvaient trop facilement s'activer et prendre feu. Mais la marine n'en a tenu aucun compte. Nous en avons parlé avec beaucoup de gens qui n'ont plus de contact entre eux, mais qui étaient présents lors de ces incendies, lorsque l'alerte a été déclenchée. Et c'est presque certain. Nous ne pouvons pas vous affirmer que c'est exactement ce qui est arrivé au Scorpion, mais le danger était bien réel. Est-ce l'explosion d'une torpille qui coula le Scorpion ou bien la défaillance d'un équipement insuffisamment vérifié? En l'absence de tout survivant, on ne le saura jamais avec certitude. En tout cas, à la suite de ce désastre, la marine américaine renonça à son expérience de maintenance réduite et modifia la torpille Mark 37. Elle n'a plus jamais depuis perdu un seul sous-marin nucléaire. Les Russes, par contre, dans leur lutte pour égaler la technologie américaine, en ont perdu au moins 7. Et toutes ces tragédies soviétiques ont été autant de mines d'or pour les services secrets occidentaux. Les sous-marins étaient des petites villes militaires qui recélaient tous les plus grands secrets d'État du gouvernement soviétique. Des petites capsules de concentré. Au fond de l'océan, qui attendaient juste qu'on vienne les récupérer. Il n'y avait pas de renseignements plus précieux durant la guerre froide. Et ils étaient là. Le problème, c'est de les récupérer. Au début des années 70, les bathyscaphes et les caméras télécommandées ont encore des capacités de prise de vue limitées. Ce qui rassure, évidemment, des deux côtés. Quand des objets sont jetés au fond de l'océan, il y a de bonnes chances pour qu'ils y restent. L'idée que quelqu'un puisse descendre jusque-là et en ramener des choses était du domaine du fantastique. Qui irait imaginer ça? Nous, Américains, par exemple. En 1974, épuisé par 4 années de travail dans le renseignement, Wayne Collier, originaire de Louisiane, quitte le ministère américain de la Justice et commence à recruter un équipage pour une prospection offshore. 2 mois après, il découvre pour qui il travaille effectivement. On est entré à un étage dans une agence d'assurance, puis par un escalier secret, on est monté à l'étage supérieur. Et fort de mon expérience du renseignement, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a dit, vous travaillez pour la CIA. J'ai aussitôt pensé, non, pas ça. Je ne voulais plus faire du renseignement. J'avais déjà fichu en l'air un mariage à cause de ces 4 années, et je me suis dit que ça allait m'achever. Mais je n'ai rien dit de mes problèmes personnels. Il m'a alors dit, ce que je vais vous dire va sans doute vous choquer, voire vous inquiéter. Vous participez à une opération visant à dérober un sous-marin russe. Toutes sortes d'idées m'ont traversé la tête, ça me paraissait inouï. Je voulais en savoir plus. Cette incroyable histoire commence le 23 février 1968. Nous avons reçu un ordre et le sous-marin a quitté sa base du nord-ouest du Pacifique pour entreprendre un très long voyage vers sa zone de patrouille. Le K-129 transporte 3 missiles nucléaires. Un peu plus tard, il disparaît quelque part dans l'océan Pacifique. Que pouvait-il lui être arrivé? C'était un mystère. Un mystère que la marine américaine ne parvient pas non plus à élucider. Mais grâce à son réseau de microphones, elle sait que le submersible, avec ses missiles, ses torpilles et ses livres de code,
gît là, par 5000 mètres de fond. Combien vaut cette prise? Je vous pose la question. Combien seriez-vous prêt à payer pour mettre la main sur un sous-marin soviétique opérationnel, surarmé, braquant ses missiles sur nos villes? Je trouve que ça vaudrait très cher. Et nous avons dépensé beaucoup, c'est certain. Richard Nixon vient d'être élu président des États-Unis pour son premier mandat. Et quand il s'agit de combattre le communisme, l'argent n'est pas un problème. Dans les mois qui suivent, il ordonne à la CIA d'organiser ce qui sera la plus grande opération secrète depuis le projet Manhattan, pour lequel la sécurité est capitale. Toute fuite peut déclencher une crise internationale majeure. On est évidemment sur un terrain extrêmement sensible quand on entreprend de voler le sous-marin de quelqu'un d'autre. Mais pour y parvenir, il faut d'abord relever deux défis d'importance. Primo, aucune technologie n'existe pour ce faire. Et secondo, toute l'opération doit être cachée aux soviétiques, bien sûr, mais aussi à l'opinion américaine. Il faut donc inventer une couverture. Et là, nous avons pensé à l'extraordinaire exemple de Howard Hughes, qui cultivait le secret. Il avait participé à toutes sortes d'aventures par le passé, avec Loi des Neiges et autres choses du même genre. C'était la personne idéale et il a accepté de servir de couverture. Howard Hughes annonce au monde qu'il va construire un magnifique vaisseau pour aller chercher les trésors minéraux qui tapissent le fond des océans. Il était parfaitement plausible qu'un homme riche et féru de technologies excentriques comme Hughes décide de s'attaquer au fond sous-marin avec un aspirateur pour avaler les nodules de manganèse. Même le groupe Nova succombe à l'excitation ambiante et organise tout un spectacle sur l'exploitation des richesses sous-marines. Dans le monde entier, les grandes compagnies, craignant de rester sur la touche, commencent à construire leurs propres bateaux. C'est la couverture parfaite pour l'essentiel, l'opération de la CIA. Hughes baptise son bateau le Glomar Explorer. À bord, tout a été construit sur mesure. Après tout, personne n'a jamais essayé de remonter un sous-marin du tréfonds de l'océan. Le Glomar Explorer est pourvu de 2 moteurs et de multiples propulseurs pour pouvoir tenir sa position, y compris par vent fort et mer agitée. Le milieu du bâtiment est constitué par un unique compartiment géant dont le sol peut s'escamoter pour ouvrir l'accès à l'océan en dessous. 300 tubes de 18 mètres s'emboîteront les uns dans les autres pour descendre une gigantesque mâchoire vers le submersible soviétique. L'ensemble, mâchoire, tube et épave du sous-marin, pèsera quelques 7000 tonnes. Les hommes qui s'engagent dans l'équipage sont parfaitement conscients des risques qu'ils courent, comme par exemple un abordage par les soviétiques ou une contamination radioactive. Finalement, Wayne Collier n'en est pas. Mais en revanche, son jeune frère Bill fait partie de l'équipe B. Il était prévu que l'équipe A s'occuperait de la récupération. Ensuite, on changerait. Et l'équipe B se chargerait du démontage. Et c'est ce qui s'est passé. Le récit qui suit est essentiellement basé sur les souvenirs personnels de Bill Collier et ses conversations avec les autres membres de l'équipage. Le Glomar Explorer atteint sa destination au début du mois de juillet. Il faut 2 jours pour descendre la mâchoire géante, presque la taille d'un terrain de football, jusqu'au fond de la mer à 5000 mètres de profondeur. Après un temps qui semble une éternité, les caméras de l'engin détectent le sous-marin. Il semble intact, à part le compartiment machine arrière qui est béant. Dans l'un des tubes, on aperçoit un missile nucléaire. Lentement, les opérateurs positionnent la mâchoire. Mais lorsqu'ils la referment, des dents talonnent durement le fond. Renonçant à perdre du temps pour contrôler les éventuels dégâts, ils essaient à nouveau.
La tension est extrême, alors que la remontée commence. Arrivés presque à mi-parcours, 3 des dents géantes lâchent. Le K-129 bascule et un missile nucléaire glisse doucement, presque gracieusement, hors de son silo. Il aura atteint la vitesse de 120 km/h quand il percutera le fond. Mais avant cela, le K-129 se brise. La plus grosse partie suit le missile et retombe vers le fond. Les minutes s'égrènent lentement. Il n'y a pas d'explosion nucléaire. Seule une section de 11 mètres de long parvient jusqu'au compartiment de récupération du Glomar Explorer. Dedans, il n'y a ni livre de code, ni missile. Seulement des morceaux de corps humain. En le démontant, nous avons trouvé des doigts, des morceaux de crâne, des os, vis-à-vis desquels tout le monde a montré le plus grand respect. La CIA organise un service funèbre à bord du Glomar Explorer en l'honneur des morts soviétiques. Ces images remises à Boris Eltsine en 1993 constituent la seule reconnaissance officielle de la réalité de l'opération. Alors que le Glomar rentre à la maison, on échafaude des plans pour revenir l'été suivant. Mais entre-temps, la presse découvre la véritable mission du navire de Howard Hughes. Soudain privé de la couverture du secret, la fabuleuse technologie du Glomar n'a plus d'intérêt pour la CIA. Le navire de prospection des océans le plus sophistiqué du monde passera les 25 ans qui suivent dans la flotte de réserve de la marine. L'ampleur de l'investissement consenti pour cette seule opération en dit long sur la psychose qu'entretient alors l'Occident à l'égard des sous-marins soviétiques. Mais ce n'est pas ce genre d'entreprise gigantesque qui fournirent les plus riches moissons de renseignements. Ce furent les sous-marins eux-mêmes. Tous les sous-marins américains ont, à un moment ou à un autre, fait de l'espionnage. Je partais pour 2 mois, avec un ordre de mission m'assignant une large portion de territoire dans un coin très chaud, avec pour instruction de découvrir tout ce que je pouvais. Ce qui signifiait écouter les transmissions radio de la flotte soviétique ou bien observer et photographier des exercices navals soviétiques. Ou encore s'approcher suffisamment près d'un sous-marin lance-missile russe pour enregistrer tous les bruits qu'il faisait. Des bruits caractéristiques qui permettaient aux techniciens de sonar américains non seulement de détecter les submersibles, mais souvent d'identifier un bâtiment donné. Quand ils envoyaient leurs sous-marins en patrouille, on essayait de s'accrocher à leurs basques et de les suivre pour vérifier leur signature. Parfois, la situation devenait un peu tendue. On faisait tout pour éviter que les choses s'inversent, que le sous-marin pisté fasse soudain demi-tour et vous fonce dessus. Les commandants de sous-marins américains avaient baptisé cette manœuvre Crazy Ivan, Ivan fou. Sans prévenir, le sous-marin soviétique faisait une grande boucle et revenait sur ses pas à plein régime. Si vous étiez là, gare à vous. La plupart des sous-marins américains ne prenaient pas la fuite. Ils restaient sur place, laissaient Ivan les frôler et faisaient simplement... Encore au début des années 90, ce genre de jeu au chat et à la souris provoquait des collisions sous-marines. C'est à la suite de l'une d'elles que le commandant russe de ce bâtiment a dû rentrer en toute hâte pour réparer. Ses collègues,
tel Igor Kourdin, estime que les hommes à bord ont tous eu de la chance de s'en sortir vivants. À quelques mètres près, la soute de missiles était touchée. Tout le monde serait mort dans la seconde. Il aurait pu y avoir une immense explosion de têtes nucléaires. Cela aurait pu provoquer une épouvantable catastrophe, pire que Tchernobyl. Il y avait aussi d'autres risques potentiels. Un jour, alors qu'il observe des exercices navals soviétiques, le sous-marin de Dan Rogers se retrouve dans la trajectoire d'une torpille soviétique. Nous étions en train de collecter des données télémétriques, en d'autres termes d'écouter pour en apprendre le plus possible sur l'opération en cours, quand l'homme du sonar a annoncé une torpille à l'eau. J'ai regardé les deux autres hommes de garde et j'ai eu peur. Peut-être pas autant qu'eux, mais j'ai eu vraiment peur. Eux avaient l'air de fantômes. Le seul moyen est d'essayer d'aller plus vite que la torpille. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire à ce stade. Sinon, on sait. Cette fois-là, ça a suffi. Des commandants comme Whitty Mack savaient les risques qu'ils couraient en s'approchant tout près. Mais ils connaissaient aussi la récompense. En 1969, il s'est glissé derrière le tout nouveau sous-marin lance-missiles soviétique et a collé à chacun de ses mouvements pendant 47 jours d'affilée. Toutes les 90 minutes, il changeait de cap. Pas 89 ni 91, mais exactement 90 minutes. Et c'est le plus long que j'ai dormi pendant tout ce temps. Quand il montait, on montait. Quand il descendait, on descendait. Parfois, il allait très profond. On a simplement dansé un magnifique pas de deux. Deux bâtiments de 6000 tonnes tournant l'un après l'autre. Ce que nous en avons appris de plus important, c'est où il opérait et comment il opérait. Nous avons obtenu une meilleure appréciation de la portée de ces missiles tactiques. Nous arrivions même à distinguer quel officier était de quart, simplement à la manière dont il menait le bateau. On en apprend beaucoup quand on habite la maison d'à côté de quelqu'un. Et nous avons ramené beaucoup d'informations. Cette histoire de surveillance des Russes, pour savoir tout ce qu'ils faisaient, c'était les cow-boys et les Indiens. Et plus tard, quand c'est devenu plus sophistiqué, c'était des échecs en 3D. Mais avec un piment supplémentaire, car on savait que l'autre espionnait à tout instant et était prêt à tous les sales coups. Parfois, la fièvre d'espionnage conduit les submersibles là où ils ne devraient pas être. Une réalité que l'on nie officiellement aujourd'hui encore, des deux côtés. Nos sous-marins, qu'ils soient diesel ou nucléaires, ne sont absolument jamais entrés dans des eaux territoriales américaines. Nous avions l'ordre impératif de ne pas nous approcher à plus de 50 000. Les ordres étaient très clairs. Interdiction de pénétrer. Et personne n'est jamais passé outre. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est absolument impossible. Peut-être quelqu'un de la marine américaine vous répondra-t-il. Moi, je ne peux pas. Je le répète, c'était formellement interdit, mais si quelqu'un sait des choses, qu'il le dise. Dans les années 60, j'étais dans la marine et je m'entraînais avec des dauphins. Et certains de mes camarades étaient allés dans les égouts d'Hanoï, amenés par des sous-marins. Et ils les avaient remontés à la nage. Alors, est-ce qu'on peut aller tout près? Oui, on peut. De fait, des submersibles américains spécialement équipés, tels que le USS Halibut, ont à plusieurs reprises violé les eaux territoriales soviétiques,
attirés par la présence de câbles sous-marins utilisés pour les communications militaires. Naïvement, les militaires soviétiques acheminaient beaucoup de leurs transmissions militaires par des câbles immergés à faible profondeur tout autour de leur périphérie. Et considérant qu'ils étaient inatteignables, invisibles et connus de personne, ils y faisaient transiter toutes sortes d'informations non cryptées. Durant presque toute la guerre froide, des sous-marins espions américains vont ainsi placer et récupérer des enregistreurs sur les câbles militaires longeant les côtes nord et est de l'URSS. Une grande partie du coût de développement des équipements nécessaires à cette fin est dissimulée dans un programme de la marine pour le développement de sous-marins de sauvetage en grande profondeur baptisés DSRV. Tous ceux qui servaient sur des sous-marins et entendaient parler d'engins de sauvetage en grande profondeur savaient d'emblée que c'était de la fiction, obligatoirement. À moins de se poser sur une montagne sous-marine ou sur un plateau continental, le sous-marin tombait forcément au-dessous de la profondeur d'écrasement et il n'y avait plus personne à sauver. Mais c'était une parfaite couverture pour créer toute une technologie d'espionnage. C'est là qu'allait tout l'argent et toute l'énergie. Pour certains, les sous-marins de sauvetage eux-mêmes faisaient à l'occasion de l'espionnage. Les DSRV étaient très longs à construire. C'étaient des engins de luxe, pourvus de tous les gadgets possibles, imaginés par la marine et leurs constructeurs, et ils plongeaient profond. Ils pouvaient faire toutes sortes de choses, et probablement beaucoup que nous ignorons. Les scientifiques et ingénieurs qui sont à l'origine des DSRV et autres sous-marins espions tels que le Halibut sont poussés par l'administration Reagan à aller encore plus loin. Ils voulaient de l'information en temps réel, en ligne. Ils voulaient savoir ce qui se passait au moment où ça se passait. Si vous arrivez à brancher une ligne sur une des siennes sans qu'il le sache, vous le tenez. Et rien ne peut remplacer cela. Vous savez tout ce qu'il sait. Vous êtes dans son cercle de décision. Vous êtes assis à sa table. L'idée était d'utiliser des sous-marins spécialement conçus à cet effet pour enterrer un équipement d'écoute au fond de la mer, sous le principal câble de communication de la flotte du Nord soviétique. Ils pourraient relever leur câble et l'inspecter. Il n'y aurait absolument rien de visible. Puis ils le reposeraient exactement au-dessus de notre dispositif d'écoute. De là, on ferait courir un câble sous-marin sur 2000 km jusqu'au Groenland. Là, les données seraient envoyées à un satellite et récupérées à Washington. On pourrait ainsi écouter toutes les activités de la flotte du Nord en temps réel. Et comme celle-ci serait impliquée dans tout scénario de Troisième Guerre mondiale, on serait prévenu suffisamment à l'avance. Cela impliquait de considérables développements technologiques et donc bien sûr des dépenses également considérables. L'ensemble serait revenu à quelques 3 milliards de dollars. C'était donné. Compte tenu des résultats escomptés, c'était donné. C'était la priorité numéro 1 et la plus grosse ligne du budget de renseignement de l'administration Reagan. Ils ont dépensé des milliards de dollars là-dessus, et puis paf, tout s'est écroulé à cause d'un type, Pelton. Ronald Pelton, un analyste employé par l'Agence nationale de sécurité et convaincu d'espionnage pour le compte du KGB. La ligne d'écoute figure parmi les opérations qu'il a compromises. L'Union soviétique était largement tributaire de gens comme Pelton, installés à des postes clés. En revanche, compte tenu de la nature de la société soviétique, cette méthode de renseignement était pour l'Ouest beaucoup moins productive. Mais on avait la technologie.
Et nous avons utilisé cet avantage pour obtenir les renseignements dont nous avions impérativement besoin. Et c'était important. Ça nous donnait une grande confiance. Ça nous rendait beaucoup plus calmes, beaucoup moins paranoïaques sans doute que nous l'aurions été autrement. Dans la guerre froide, sous les mers, tout ou presque était dangereux. Il y avait du risque à plonger dans un sous-marin, et a fortiori d'amener un sous-marin jusque dans un port soviétique, ou juste derrière un bâtiment lance-missiles soviétique. Il y avait danger à pousser la technologie aussi vite qu'on le faisait. Mais même si souvent ce risque ne payait pas, il payait parfois. Et finalement, ils n'ont pas provoqué les soviétiques au point de déclencher une guerre. Ils ont pu, durant presque toute la guerre froide, pister les bâtiments lance-missiles soviétiques, ce qui était très exactement leur raison d'être, empêcher un Pearl Harbor nucléaire, et ils ont fait du bon boulot. Ils furent l'arme suprême de la guerre froide. Et aujourd'hui, 10 ans après la fin de cet affrontement de titans, ils continuent à patrouiller dans toutes les mers du monde. Même si leur nombre a été considérablement réduit, et si le rôle qui leur sera dévolu au XXIe siècle continue d'être âprement débattu, tant au sein de la marine américaine qu'à l'extérieur. La mission des sous-marins changera. Mais cette constante d'une présence américaine capable d'aller quelque part et d'y rester à l'insu de l'autre, elle restera. Quel que soit leur rôle à l'avenir, il fera en tout cas appel au dernier cri de la technologie. Et quand celle-ci plongera dans les profondeurs de la mer, il y aura danger. Des vies dépendront des leçons tirées du passé.